L'an dernier, lors de cette table ronde qui a pour objet de recueillir le regard que jette l'étranger sur notre pays, nous nous étions félicités que son image ait radicalement changé. Celle-ci était alors à son zénith, portée notamment par celle d'un jeune président dont les premiers pas sur la scène internationale et européenne avaient impressionné le monde, en y faisant notamment souffler un vent neuf et vivifiant. Alors qu'elle se dégrade ici, il est dès lors important de savoir si tel est aussi le cas ailleurs. L'affaire n'est en effet pas indifférente. Nous tous, investisseurs internationaux, savons combien l'image d'un pays est un facteur décisif en termes d'attractivité. Et dans ce domaine, la France a souvent, comme on l'a dit ce matin, supporté l'image d'un pays où l'on travaille moins qu'ailleurs, d'un pays souvent en grève, un pays qui n'est pas pro-business, un pays qui n'est pas réformable. Combien de fois dans nos compétitions intragroupes a-t-on été pénalisé par le French bashing ambiant? Et voilà que subitement, notre pays bénéficie en termes d'image d'une embellie spectaculaire. Le sondage que Brice Teinturier nous a présenté ce matin nous en a apporté le témoignage, démontrant que l'amélioration spectaculaire de l'an dernier n'était pas qu'un feu de paille. Il est également important de souligner que la France a décidé de mettre l'innovation au centre de ses orientations politiques, en étant le premier pays en Europe à présenter un plan stratégique et ambitieux en matière d'intelligence artificielle. La France a su retrouver une attractivité sur la scène internationale, comme nous le démontre notre panel. 84% des personnes interrogées estiment que la France a le potentiel pour devenir un pays en pointe sur le développement de l'intelligence artificielle. 89% croient également dans le potentiel français de l'innovation de rupture. Dans cette image que la France projette d'elle-même dans le monde, la presse internationale joue bien sûr un rôle majeur. Et 3 des correspondants des principaux médias étrangers sont parmi nous pour échanger sur l'image de la France vue d'ailleurs. Je vais donc donner la parole à Alexis Brézet, directeur du Figaro, qui va se prêter à cet exercice, j'imagine peu fréquent, celui du journaliste qui va interroger ses pairs. Je lui cède donc la parole. Merci beaucoup. Merci Gilles. Et c'est vrai, c'est peu fréquent et c'est passionnant. Et c'est passionnant, je crois, pour nous, journalistes français, d'avoir ce regard aiguisé qui peut nous permettre de sortir finalement de ce que nous nous répétons toujours les uns les autres. Parce que c'est vrai que les journalistes français ont tendance à vivre, et on en parlait à l'instant, et à répéter un peu les mêmes choses. Et je crois que le regard de correspondants étrangers est quelque chose de particulièrement précieux qui peut, on va le voir, peut-être nous décaler un peu notre propre regard. Et donc, je suis très heureux d'animer cette table ronde avec Sophie Péder, qui est à ma droite, qui est la chef du bureau parisien de The Economist, Michaela Wegel, qui est à ma gauche, la correspondante du Frankfurter Allgemeine Zeitung à Paris, et Paolo Levi, correspondant pour la France de la Stampa et de l'agence ANSA. 3 grandes plumes, 3 grands connaisseurs de la France depuis longtemps, et dont le regard, j'en suis sûr, va être particulièrement éclairant. Alors, les questions que posait Gilles Thiebaud, on va essayer d'y répondre. Et là, moi, la première de mes questions va s'adresser à Sophie Péder, qui, et quand je parle de Sophie Péder, c'est aussi The Economist depuis longtemps, et pendant longtemps a porté un regard assez critique sur la France, sur cette malheureuse France qui ne comprenait rien, qui ne s'adaptait pas aux réformes, qui était tellement en retard, avec une certaine sévérité, pas toujours injuste, mais pas mal de sévérité. Et puis, on le disait, il y a eu ce changement, le président Macron est arrivé, et on a eu le sentiment que pour vous, finalement, c'était quelque chose qui se passait, un immense espoir, les choses étaient en train de changer, et une sorte de soulagement et une espérance. 1 an et demi sont passés, et au fond, est-ce que vous diriez que les résultats sont au rendez-vous? Est-ce que ces réformes que vous attendiez, que beaucoup de gens attendaient, est-ce que vous diriez oui, elles sont là? Est-ce que Macron et son gouvernement ont fait le job? Merci. Je pense que le premier point, c'est de revenir un peu sur ce qui se passait l'année dernière. Et il ne faut pas sous-estimer le symbole pour les étrangers de ce que vous avez fait. Vous pensez pendant de nombreuses années un pays très craintif, qui n'aimait pas les risques, qui avait du mal
à tourner vers sa jeunesse. Et vous avez élu donc un jeune homme inconnu au grand public il y a 2 ans. Et donc le symbole de ce prise de risque, etc., c'était vraiment très important. Donc si on revient à pourquoi le regard a changé, je pense que c'est ça, le renouveau, et quelqu'un qui était très associé à des mots comme disruption, nouvelles technologies, start-up, etc. Donc ça, le symbole de ce qui se passait est très important. Sur les réformes, rien n'est parfait, c'est sûr. Mais si on regarde ce qui se passait sur 18 mois, ce qui me frappe, c'est que le nombre de réformes qui sont passées maintenant, et à chaque moment, on disait, mais voilà, ça va être vraiment la bataille impossible, ça va être son moment Thatcher, le gouvernement va devoir reculer. Et à chaque moment, malgré les grèves, et je parle là de septembre l'année dernière avec la réforme du marché du travail, la réforme de la SNCF ce printemps, il y a des grèves, il y a des manifestations, il y a de la contestation. Mais ensuite, le gouvernement n'a pas reculé et la réforme est passée. Et chaque réforme fait oublier la précédente. Donc on oublie déjà le nombre de choses qui sont faites. Ça, c'est le premier point. Justement, vous parlez de réforme du travail, de SNCF. Les réformes importantes pour vous, vous dites là vraiment, ça fait des années qu'il fallait le faire. Il l'a fait. C'est quoi? C'est la réforme du travail? La fiscalité d'abord, parce que Ouais. il est intervenu avant la réforme du marché du travail. Le marché du travail, c'est intéressant. J'ai regardé les chiffres cette année, ce dernier trimestre, pour voir est-ce qu'il y a des petits signes qu'il y a déjà des effets sur l'emploi. Évidemment, au niveau de chômage, non, pas vraiment, et c'est assez stable. Mais quand vous regardez le nombre d'emplois maintenant créés sur les CDI, il a augmenté au 2e et 3e trimestre de façon constante. Et ça, c'est intéressant. Et le nombre d'emplois créés sur les CDD a diminué. Et c'est des petits signes, ça ne prouve rien pour l'instant, mais ça commence à voir peut-être que les employeurs sont déjà un peu moins, ils ont peut-être moins peur de créer des emplois avec des contrats stables. Et quand on sait que pour les jeunes en France, la galère d'avoir des CDD en permanent, de jamais trouver un CDI, ces petites tendances sont très importantes. Donc, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de regarder les petites conséquences d'une réforme du marché du travail? Évidemment, c'est pas parfait. Si on regarde la taille de votre code de travail, il y a encore 2300, je ne sais pas combien de pages, il y a un effort à faire. Mais comme symbole et sur le fond, je pense qu'on voit des choses qu'on n'a pas vues avant. Une autre réforme, vous devriez en choisir une, vous disiez, celle-là, elle aura des effets, elle a peut-être déjà des effets? On voit, c'est la fiscalité. Ouais. Au début, d'avoir donné des signes très importants aux investisseurs étrangers, y compris sur l'impôt sur la société, l'abolition de l'ISF, il y a des symboles très forts pour ceux qui regardent la France et qui disent mais c'est un pays qui ne baisse jamais les impôts. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, ce n'est pas une réforme structurelle, mais c'est quand même une décision prise au début qui était forte et qui a changé le regard sur la France. Et justement, quand vous prononcez le mot de réforme structurelle, elles sont au rendez-vous, les réformes structurelles. Bruxelles, par exemple, dit non, il n'y a pas de vraie réforme structurelle, on est toujours en attente de réformes structurelles. Ouais, je ne pense pas que Bruxelles dit exactement ça. Je pense qu'avec le marché du travail, c'est déjà une réforme. Si moi, je devrais toucher un élément où il n'y a pas eu un grand effort, c'est les dépenses publiques et la taille de l'État. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas suffisamment évolué. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, rien n'est parfait, mais il y a quand même des choses en cours et, à mon sens, ils ont quand même respecté le programme sur lequel ils ont été élus, qui leur a donné une espèce de légitimité politique pour le faire. Donc c'est bien parti, il faut continuer, si on doit résumer votre sentiment. Je vais me tourner vers Michaela, savoir si... Précisément, vous portez ce même regard sur les réformes en disant oui, finalement, c'est bien parti, il faut continuer. Parce que si on regarde les résultats, on parlait du chômage, c'est vrai que
on peut discerner peut-être certains indices, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le chômage ne recule pas. Si on regarde les déficits, la dette, enfin tous les grands indicateurs, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, concrètement, les résultats soient là. Donc vous dites, oui, on est sur la bonne voie ? La France est sur la bonne voie ? Alors, effectivement, on peut toujours prendre la position de l'impatience. Et effectivement, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gilets jaunes, pas dans la salle, heureusement, mais dans le pays. Mais je dirais quand même que, et d'expérience, parce que vous vous souvenez, en Allemagne, on a commencé l'agenda 2010, ça paraît très ancien maintenant, mais on a mis longtemps à voir les résultats. Et d'ailleurs, le chancelier qui avait initié ces réformes n'en a pas profité. C'est sa successeur qui a pu porter les fruits de ces réformes. Donc je crois effectivement il faut être patient pour voir les premiers résultats. Ça ne veut pas dire que je ferai un constat tout à fait satisfait. Je pense, et Sophie vient de le dire, il y a quand même, quand on regarde aussi bien les sondages parmi les entrepreneurs allemands, par exemple, mais aussi ailleurs, il y a les prélèvements, les charges sont encore très élevées en France et je crois qu'on peut avoir une amélioration durable uniquement si on réduit la dépense de l'État. Après, c'est à chacun de choisir la voie qui ne braque pas le pays. Et on voit que en France, ça arrive vite qu'on braque le pays. Et pourtant, vous me le disiez tout à l'heure, et Sophie disait la même chose, toutes ces réformes dont on a parlé sont passées finalement sans grande anicroche jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au mouvement qu'on connaît depuis finalement. Ça s'est détraqué au début de l'été avec l'affaire Benalla pour d'autres raisons. Mais les réformes dont on disait qu'elles allaient être très difficiles, jusqu'ici sont plutôt bien passées. Qu'est-ce qui fait que tout à coup ça se détraque ? Alors, moi, j'ai une lecture un peu différente, je dirais. On a eu un exceptionnel moment de grâce après l'élection qui était quand même une surprise, une bonne surprise d'Emmanuel Macron. Ça a duré très longtemps, ce moment de grâce. Alors que, vous vous souvenez, tous les facteurs qui amènent aujourd'hui à cette explosion de colère populaire étaient connus, qui d'ailleurs fondaient tous les doutes qu'on avait sur un possible succès du Front National. Donc, ce n'est rien de nouveau, je dirais même. Emmanuel Macron avait réussi ce pari assez incroyable de montrer tellement d'optimisme que tout le monde, à un moment donné, partageait cet optimisme. Et il s'agit, à mon avis, maintenant d'atterrir en quelque sorte, donc je pense de toute façon ce ne sera pas possible de recréer un tel optimisme, mais de montrer justement quels sont vraiment les atouts de la France, et la France est en train de changer. Et juste une toute petite remarque, parce que nous sommes ici dans la Sorbonne, et je parle en tant qu'Allemande, je crois qu'il est exceptionnel ce que le président a réussi à faire en termes de soft power au plan européen. La France est vraiment de retour, notamment depuis le discours de la Sorbonne, et il détermine, on peut le dire, la vie politique allemande. On le voit dans toutes les décisions, on se positionne par rapport, même si la réponse n'est pas encore très complète, mais on se positionne par rapport aux propositions qu'a fait le président Macron. Et il y a donc un véritable retour sur le plan européen, et ça, pour notre avenir et pour tous les sujets, la digitalisation, l'intelligence artificielle, la protection du climat, tout ça est de toute façon trop vaste pour le faire en tant qu'État-nation, et donc l'Europe, je pense, sera la bonne réponse. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Paolo Levi. Vous, en tant qu'Italien, comment voyez-vous les choses ? Vous avez connu, vous, un phénomène politique passionnant qui était le phénomène Renzi, un réformateur qui a commencé une action sous une approbation très générale, et puis ça a mal tourné. Et un certain nombre d'observateurs font une sorte de parallèle, disent finalement, Macron, c'est en train de tourner comme Renzi. Est-ce que vous voyez les choses comme ça ?
Oui, forcément. Moi, j'aime beaucoup la France aussi parce que parfois, ça me rend plus jeune parce que j'ai Ça vous l'impression ramène en arrière. de revenir 10 ans en arrière, exactement avec le même scénario, le réformateur en manche de bras de chemise qui arrive, réforme comme à une rapidité, à grande vitesse en un an, etc. Ensuite, voilà, la comparaison est absolument pertinente et légitime parce que vraiment les deux présidents se ressemblent beaucoup, Renzi et Macron. D'ailleurs, la réforme du travail que vous venez de citer était très semblable au Jobs Act que Renzi a fait approuver en Italie. Et voilà, donc après, j'espère que les choses ne se déroulent pas de la même manière, disons. Il ne faut pas que Macron fasse de référendum. Voilà, exactement. Surtout pas parce que, effectivement, et on le voit de plus en plus aujourd'hui avec les gilets jaunes dans la rue, etc., il y a une impatience qui monte dans le pays. C'est vrai qu'on vit aujourd'hui à l'époque d'Instagram. On est tous rivés sur cette application. Et dans Instagram, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mot instant. On veut tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de développer la photo qu'on veut déjà la voir. Et en fait, Macron fait un pari inverse. C'est-à-dire que lui, du moins l'impression, c'est qu'il joue sur le moyen terme, pas sur le court terme, comme fait tout le monde aujourd'hui, les États-Unis, l'Italie, tout le monde promet des choses pour, même pas demain, pour dans une heure. Macron, non. Macron, l'impression, c'est qu'il ne veut pas bâtir une cabane pour se protéger du crachin, mais un immeuble, quoi. Et bien sûr, les résultats ne sont pas immédiats. Et un pays cartésien comme la France, ou en tout cas qui se revendique comme tel, vous nous dites toujours, ah, vous, Italiens, vous êtes les Latins, vous êtes passionnés, mais vous réfléchissez. Et nous, on est Descartes, etc. En fait, pas du tout. L'impression, c'est qu'il y a une impatience latine dans le pays qui est pire que celle des Italiens. C'est-à-dire que... Et en plus, dans le pays qui plus au monde est connu pour ses vins, donc qui a des vignerons. C'est comme si on demandait à un vigneron, si moi je décidais un jour de planter une vigne dans le Bordelais, je ne sais pas, et le jour après avoir planté la vigne, je vais chez les vignerons et je dis, eh ben dis donc, mais il n'y a pas encore de vin, il est où mon verre? Il faut attendre, donner le temps au temps, et après, bien sûr, s'il faudra le sanctionner, Emmanuel Macron, et si ces réformes ne donneront pas les fruits espérés, alors on pourra bien sûr aller le sanctionner aux urnes. Il faut attendre et continuer en dépit d'une impopularité qui nourrit précisément par cette attente. J'aimerais bien avoir votre sentiment à vous sur, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, parce qu'on a parlé des réformes qui ont été faites, on voit qu'à l'agenda du gouvernement, il y a un certain nombre de sujets, on sent que ça devient de plus en plus difficile. Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui d'absolument urgent? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que c'est la dépense publique, la réforme de l'État? Est-ce que c'est autre chose? À mon avis, il y a une priorité, mais absolue, c'est sortir de Paris. C'est-à-dire, je ne sais pas, il faut organiser des conseils de ministres. Mais ça, c'est pas une réforme, ça, c'est de la communication. Non, mais il faut aller à l'encontre des Français dans le territoire. Parce que l'impression, c'est que Paris, c'est une sorte de bulle où on se déconnecte du pays. Donc, par exemple, aujourd'hui, on voit la France de ces zones périurbaines qui protestent, etc. Un plan, par exemple, de réindustrialisation de ces zones-là serait, par exemple, une réforme, à mon avis, très, très importante pour redonner de l'espoir à cette France qu'on ne voit pas ici à Paris, mais qui existe et qui est majoritaire. On va voir si le président écoute votre conseil. Michaela, qu'est-ce que vous pensez pareil, même question. Qu'est-ce que le gouvernement doit engager comme réforme en priorité? Est-ce que c'est la réforme des retraites? Est-ce que c'est la fonction publique? Est-ce que c'est la dépense publique? Est-ce que, voilà. Alors, je crois effectivement la stabilité est un mot clé, c'est-à-dire le signal serait très malvenu de s'arrêter maintenant, de plier en quelque sorte à la aux moindres résistances. Et en même temps, comme le dit si souvent Emmanuel Macron, je crois qu'effectivement, il faut privilégier la proximité. On avait, dès le début de la présidence d'Emmanuel Macron, on a essayé de
de l'insulter avec la description président des riches. Et malheureusement, cette campagne a porté des fruits. Et donc maintenant, je crois, bien sûr, il ne peut pas aller à la rencontre de plus de 60 millions de Français, mais il peut, je crois, convaincre. Il a montré d'ailleurs pendant la campagne, on a un peu vite oublié quand il est allé à côté d'Amiens à la rencontre des ouvriers de Whirlpool, il a réussi à les convaincre. Oui. Mais depuis, il a fait son itinérance mémorielle. C'était un Ça, petit peu moins malheureusement, réussi. c'était une occasion ratée, oui. Et d'ailleurs, il avait mis son conseil de ministre à Charles-Louis Mézières, mais avec, il se sent tellement barricadé qu'il aurait très bien pu rentrer à Paris. Alors, on parle beaucoup de la France, évidemment, et de ce qui a été fait, ce qu'il faut faire. Mais je voudrais vous interroger, parce que vous êtes aussi là pour nous dire ça, c'est comment, de l'extérieur, est-ce que le regard de l'extérieur et de vos pays a changé, sur la France a changé? Est-ce que l'image de la France, au-delà de ce que nous aimons nous répéter ici, est-ce que l'image de la France est vraiment en train de changer? Oui, je pense que, comme je disais tout à l'heure, ça commence avec le symbole de cette élection. Et c'est non seulement la personne du président Macron. L'autre chose, je pense, qui a changé le regard, c'est le visage, par exemple, de votre Assemblée nationale. Ça me frappe beaucoup. Quand vous regardez maintenant l'Assemblée, c'est presque la moitié, ce sont des femmes. Ce sont des députés beaucoup plus jeunes qui viennent des métiers très différents. Par le passé, ce n'était pas le cas. C'était très mâle et des personnes un peu plus âgées en moyenne. Donc ça, la perception du renouveau qui est symbolisé, incarné un peu par le président, mais va au-delà de son personnage. Donc, en partie, c'est le symbole, en partie, c'est les réformes et la constance d'appliquer ces réformes et le respect, je pense, aussi de la parole publique pendant la campagne. Ça, c'est quelque chose que moi, je considère très important pour la légitimité des réformes qui sont mises en œuvre. Par le passé, on a vu souvent des politiques, des bonnes politiques qui sont annoncées trois années après l'élection d'un président, mais c'est trop tard parce que les gens ne comprennent pas. Ça n'a jamais été, la personne n'a jamais été élue sur ce programme-là. Et donc, c'est très difficile maintenant, à ce moment-là, de convaincre l'opinion publique. C'est presque tout ce que le président Macron met en œuvre, il a déjà été dans son programme. Donc, ça lui donne un mandat politique pour le mettre en œuvre. Et ça, on a vu ça, j'étais très frappée par l'opinion publique pendant la réforme de la SNCF. Si on compare les sondages avec 95 au début, entre le début de la contestation et la fin, l'opinion publique était de plus en plus contre le gouvernement. Alors que là, c'est le contraire. Là, c'était le contraire. Et ça, à mon sens, c'est parce qu'il y avait la légitimité de ce qui se passait. Donc oui, je pense que pour cet ensemble de choses, le regard a changé. Et je ne peux pas parler juste de mon pays, mais je pense qu'en Europe, en particulier, et aux États-Unis, le regard a changé sur la France. Donc maintenant, à la France de continuer ce travail. Paolo, est-ce que le regard des Italiens sur la France a changé? Vous nous avez dit qu'ils étaient impatients et encore plus impatients que les Italiens. Oui, le regard, et par ailleurs, Emmanuel Macron n'est pas toujours très aimable avec le gouvernement italien. Mais Non, oui, c'est réciproque, mais disons, l'attitude italienne, elle a été un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on est passé, il y a 18 mois, lors de l'élection d'Emmanuel Macron, on est passé d'un enthousiasme et une attente presque obamienne d'Emmanuel Macron en Italie. Et ensuite, entre-temps, il y a eu des élections politiques qui se sont déroulées en Italie. Le paysage politique, il a été complètement bouleversé. Pour la première fois, nous avons eu l'essor de deux forces populistes, souverainistes, qui aujourd'hui sont au poste de commande en Italie. Et cette vision de la France, elle s'est progressivement délitée, notamment sur la question migratoire. C'est-à-dire qu'il y a eu, et je pense c'est un peu le reproche qu'on peut faire à Emmanuel Macron, parfois il y a un décalage entre, disons, son discours
absolument passionnant, qui moi-même me fait vibrer sur les droits de l'homme, sur la France, terre d'accueil, etc. Et ensuite, ce qui se traduit dans la réalité. Et qu'on laisse les Italiens se débrouiller. Voilà. Et donc, avec le cas de l'Aquarius, avec les refoulements de migrants la nuit dans les Alpes de la part de la gendarmerie, sans contrôle. Tout ça, disons, en fait, le problème, c'est que Emmanuel Macron, disons, il parle, il présente la France comme grand pays des droits de l'homme, mais après, dans les faits, c'est beaucoup moins brillant de ce qu'il voulait faire laisser croire. Et les Italiens, qui sont assez bonaires, normalement, ils détestent ce genre d'hypocrisie. Et donc, cette image d'Emmanuel Macron, surtout sur cette question-là, c'est un peu fracassé. Alors maintenant, nous allons terminer cet entretien sur un regard allemand, le couple franco-allemand. Alors dites-nous, le reproche des Allemands vis-à-vis des Français, ce n'était pas tant la question migratoire que celle de finalement, ces Français, ils ne tiennent jamais leurs engagements en matière économique, on ne peut pas leur faire confiance. Est-ce que ce regard-là a changé ? Oui, alors je dirais, et ça va probablement vous étonner, ce qui est drôle en Allemagne maintenant, on cherche un Macron allemand. On dit, mais il est où notre Macron allemand, un jeune qui a envie du changement, de l'optimisme. Et du coup, on se rassure en lisant que finalement, il ne réussit pas tout. Donc nous, on n'en a pas encore trouvé, mais donc je crois qu'il y a et spécialement dans la relation franco-allemande, il y a toujours un côté miroir. Nous, on aimerait bien être aussi latins que les Français, et parfois, j'ai l'impression, en tous les cas, les Français aimeraient bien avoir cette rigueur toute germanique. Et ce qui est clair, l'image d'Emmanuel Macron reste très largement positive. Il est venu, et d'ailleurs la presse française, on en a très peu parlé, faire un exceptionnel discours au Bundestag ce dimanche pour clore en quelque sorte les commémorations. Et on a vu vraiment tous les partis, c'est-à-dire même le parti qui correspondrait à Salvini en Italie, se lever, applaudir debout ce discours. Donc le charme français fonctionne toujours en Allemagne. Et c'est probablement pas mal de terminer sur cette note positive. C'est une bonne façon de terminer. Merci à tous les trois pour votre triple regard. Merci beaucoup.